Dans les épisodes précédents, nous avons réétudié l'histoire du célèbre Christophe Colomb, homme de légende sur lequel les théories ont fusé à foison et pour lesquelles nous avons débunké quelques-unes. Nous avons retracé l'origine de Christophe Colomb, les héros qui ont marqué son enfance, ses théories sur l'arrivée sur le territoire asiatique, les voyages de Christophe Colomb, ainsi que le rappel d'une question qui fait l'actualité, Christophe Colomb était-il un ignoble esclavagiste ? Nous avions étudié aussi les dernières années de Christophe Colomb. Dans cet épisode, nous allons étudier la suite des événements qui ont lieu après la mort de Christophe Colomb, la relation des Espagnes et du Portugal envers ces nouveaux territoires. Nous allons étudier dans cet épisode un explorateur dont le nom a fait le tour de la planète, allant jusqu'à donner ce nom à un continent. Cet homme au nom si connu et pourtant l'histoire aussi méconnue aux yeux des Européens. Voici la fabuleuse épopée d'Amerigo Vespucci. C'est dans la ville de Florence, une riche cité-état italienne bastion de la Renaissance, que naît le 9 mars 1454 Amerigo Vespucci. Il est le troisième fils de Natalio Vespucci, un notaire et commerçant, ainsi que Lisa di Giovanni Mene. Les parents d'Amerigo Vespucci le nomment ainsi d'après le nom de son grand-père décédé en 1468. Son grand frère Antonio étudie le droit, son autre frère Girolamo devient prêtre et rejoint l'ordre des Hospitaliers. Il est issu d'une famille nombreuse dont la majeure partie vont décéder. La famille Vespucci est réputée de par les anciennes générations qui fondent la chapelle familiale dans l'église Ognissanti et l'hôpital proche de San Giovanni de Dio par Simone di Piero Vespucci en 1380. Le clan Vespucci n'est pas un clan spécialement prospère, mais elle a des bonnes relations au niveau politique. Son grand-père est resté 36 ans au poste de chancelier de la seigneurie de Florence et Natalio, son père, lui aussi a fait partie du gouvernement florentin au sein des bureaux de guilde. Son oncle paternel, Giorgio Antonio Vespucci, moine dominicain humaniste, propriétaire de la principale bibliothèque de la ville de Florence, va prendre en charge l'éducation du jeune Amerigo Vespucci. Il crée une école pour les aristocrates et forme les jeunes aux sciences, la philosophie d'Aristote, de Ptolémée et Strabon sur l'astronomie, la cosmographie, la géographie, les langues et l'histoire. Amerigo, formé au sein de cette école, découvre Virgile, Dante et Pétrarque, ainsi que les écrits du voyageur Marco Polo, influant sur la curiosité de l'intérêt d'Amerigo pour des nouveaux horizons. Amerigo va connaître en 1478 la guerre entre Florence et Naples, cette guerre où Guidantonio Vespucci, un autre oncle d'Amerigo, sera envoyé comme ambassadeur. Amerigo Vespucci est donc chargé d'escorter son oncle à la cour de Louis XI à Paris. Cette mise en relation est un échec puisque le roi Louis XI est en difficulté sur le territoire de Bourgogne. Un événement tragique va se dérouler puisque le père d'Amerigo décède en avril 1483. Le testament du paternel ordonne Amerigo de gérer la responsabilité des finances familiales. Alors en déclin, son père avait vu juste puisqu'il a de l'expérience dans le domaine des finances. De son côté, Amerigo rencontre une jouvencelle avec qui il va donner une naissance à une fille. Le nom de la mère et de la fille sont alors inconnus. La mise en place du réseau d'Amerigo. Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis licencie son agent commercial à Séville en 1489 et charge Amerigo de lui trouver un remplaçant. Amerigo conseille Juanotto Bernardi, un entrepreneur florentin établi à Séville. Depuis 1485, Lorenzo l'engage. Le territoire de la péninsule ibérique est alors un centre commercial prospère et Séville le centre économique le plus important de la couronne de Castille. Les rois de Castille et d'Aragon, Ferdinand et Isabelle, sont en train d'achever la conquête du royaume de Grenade, la Reconquista. Le jeune Amerigo déménage à Séville fin 1491 sous les ordres de Pier Francesco. Il est l'agent de Juanotto Bernardi qui œuvre dans la traite des esclaves, l'armement et l'approvisionnement des bateaux. La Castille aurait localisé une mine d'or en Guinée. Berardi, conseillé par Amerigo, participe comme investisseur et sous-traitant aux préparatifs des premiers voyages de Christophe Colomb et par son intermédiaire, Amerigo Vespucci et Christophe Colomb deviennent des amis. Berardi se place dans des affaires qui se révèlent désastreuses. Il décède en 1495. Amerigo est exécuteur de son testament et il réclame 180 000 maravedis à Christophe Colomb. En 1497, il est remplacé comme agent de Piero Francesco par Piero Rondinelli. Il quitte Séville en 1496, destination de Sanlúcar de Barrameda, pour approvisionner une flotte de 4 caravelles affrétées par le défunt Juanotto Berardi
pour apporter des fournitures à Hispaniola. Le navire quitte Sanlúcar, une tempête surprend les navires et les emporte au large de Cadix. Amerigo Vespucci aurait souhaité embarquer avec le capitaine Jorge de Sousa, mais il est chargé de rester à terre pour préparer d'autres flottes sur lesquelles il va s'engager. Christophe Colomb a le monopole des voyages sur les territoires des Indes découverts. Il rentre en 1496 de son deuxième voyage. Vespucci impatient patiente son retour. Christophe Colomb converse pendant des heures sur les nouvelles découvertes. Comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, Colomb rentre de son troisième voyage en 1498, arrêté à Hispaniola et enchaîné devant les rois, ce qui met définitivement fin au monopole colombien des expéditions aux Indes. L'an de grâce 1499 est l'année où les voyages pour explorer et exploiter les richesses des nouvelles terres sont autorisés, peu importe l'explorateur. De par la nature de cette annonce, Amerigo ressent des sensations extatiques. Il embarque dans un des premiers navires non dirigés par Colomb, où le capitaine Alonso de Ojeda arrive aux côtes de l'actuel Venezuela. Amerigo revient du territoire avec 14 perles, dont la vente lui apporte 1000 ducats. Les premières lettres d'Amerigo Vespucci. Sa lettre du 18 juillet 1500. Dans cette première lettre, Vespucci raconte son expédition castillane avec 2 caravelles entre 1499 et 1500. L'escadron quitte le territoire ibérique le 18 mai 1499, fait escale aux Canaries. De ces îles, il traverse la mer Océane et après 24 jours de voyage, il touche terre. Amerigo Vespucci décrit dans un premier temps une île peuplée de cannibales et une terre ferme, continentale très peuplée, puis une île dont les habitants sont d'une grande stature comparée aux Européens, et une autre île avec une très grande population qui a construit ses maisons sur la mer comme Venise. Il donne des latitudes, des longitudes et des distances, mais ne mentionne qu'un toponyme, le golfe de Paria. Pour cette raison, il est difficile pour les historiens d'établir l'itinéraire suivi par l'expédition en supposant que le récit d'Amerigo Vespucci soit une source sûre. La lettre insiste sur la nudité des habitants des terres découvertes et raconte diverses batailles dans lesquelles les explorateurs tuent un grand nombre d'indigènes, pillent et incendient leurs habitations en ne perdant que 2 des leurs. Elle met également en évidence la grande diversité linguistique de ces territoires et mentionne 2 plantes abondantes, le coton et le bois du Brésil. Au cours de cette exploration, Amerigo Vespucci est convaincu de parcourir les confins de l'Asie du côté oriental et le début de la partie occidentale. On constate ici au départ les mêmes thèses présentées par Christophe Colomb, pensant se trouver sur les côtes de l'Asie. La lettre explique qu'après avoir passé 700 lieues, il décide de rentrer à Hispaniola pour réparer les navires et se reposer. Ensuite, ils entreprennent leur retour en Europe avec un cap au nord en passant par quelques îles dans lesquelles ils capturent 232 indigènes pour les vendre comme esclaves. Amerigo Vespucci affirme qu'ils sont passés par les Açores, les Canaries et Madère et qu'ils arrivent finalement à Cadix 13 mois après leur départ. Pendant ce voyage de retour, 32 des Indiens réduits en esclavage sont morts. Le navigateur dit avoir été atteint de fièvre Quartana et affirme se préparer à une nouvelle expédition pour découvrir l'île de Taprobane au Sri Lanka. À la fin de la lettre, il donne des informations sur le voyage des Portugais Vasco de Gama qu'il ne cite pas, qui vient de revenir de Lisbonne après avoir fait le tour de l'Afrique en bateau et être arrivé à Calicut en Inde. Bien qu'il reconnaisse un grand succès commercial, il essaye de lui retirer quelques mérites en indiquant par exemple que c'est une route dont parlent tous les auteurs de cosmographie, toutefois les résultats de l'expédition castillane ont probablement été considérés comme décevantes comparés à ceux des Portugais. Les observations astronomiques. La lettre comprend des observations qui étaient déjà connues aussi bien par les cosmographes académiques que par les navigateurs du XVe siècle. Elles expliquent qu'à l'équateur, le jour et la nuit durent autant de temps et elles mentionnent qu'après avoir dépassé le tropique du Cancer, on peut observer le phénomène du soleil zénithal. Je cite, « Nous naviguâmes et nous entrâmes dans la zone torride sous le cercle du Cancer. Et vous pouvez avoir la certitude que nous naviguant dans la zone torride, nous avons vu les 4 ombres du soleil parce que le soleil était au zénith à midi. » La lettre affirme qu'ils ont traversé l'équateur et qu'ils sont arrivés vers une latitude de 6 degrés sud, perdant de vue l'étoile polaire. La navigation dans ces latitudes est assez courante à cette époque quand par exemple Bartolomeo Diaz dépasse les 34 degrés sud du cap de Bonne-Espérance. Je cite de nouveau, « Nous naviguâmes tellement dans la zone torride en direction du sud que nous nous retrouvâmes sous la ligne équinoxiale et ayant un pôle et l'autre au bout de notre horizon et nous la passâmes par 6 degrés en perdant complètement l'étoile Tramotane. » Il cherche sans succès un équivalent austral de l'étoile polaire septentrionale,
Son meilleur candidat semble être un groupe de 4 étoiles qui forme une amande, s'inspirant de quelques vers de Dante. Il le cite, et moi j'avais tourné mon regard vers la droite pour mieux voir l'autre pôle où brillaient 4 étoiles que les premiers humains ont pu seuls contempler. Le ciel me paraissait plus heureux et plus gai, haut comme notre nord et veuf de toute joie, lui qui n'a pas le droit d'admirer leur éclat. Le peintre Jan van der Straet immortalise la scène qui représente Vespucci mesurant la position de la Croix du Sud. Cette constellation avait déjà été aperçue par de nombreux autres marins européens et était également connue des Grecs antiques. Pourtant, dans la lettre, aucune croix n'est mentionnée. En plus, la date de la latitude indiquée, les étoiles de cette constellation ne présentaient pas de croix. Dans cette lettre, Amerigo prétend également avoir appliqué une méthode astronomique pour calculer la longitude basée sur une conjonction de la Lune avec Mars, dont il connaissait la date et l'heure précise pour le méridien de Ferrare à partir de ses cartes astrologiques. En observant l'heure de conjonction de sa position, il est possible de calculer la distance en degrés entre le méridien de référence et sa propre longitude. Il affirme ainsi avoir obtenu dans la nuit du 23 août 1499 la longitude de 82,5 degrés à l'ouest du méridien de Cadix. Je cite la lettre du 18 juin 1500. J'ai eu du mal à trouver la longitude pour un chemin en toute sécurité. J'ai voyagé le long de la ligne de longitude, j'ai travaillé si dur que je n'ai finalement rien trouvé de mieux que d'observer et de voir la nuit. La position d'une planète avec une autre et le mouvement de la Lune avec les autres planètes. La Lune est plus rapide parce que la conjonction de la Lune avec Mars, qui selon l'almanach doit avoir lieu dans la nuit. J'ai enfin trouvé que lorsque la Lune s'est levée sur notre horizon 1h30 après le coucher du soleil, l'astre s'était déplacé vers la partie orientale, je veux dire que la Lune était plus à l'est que Mars d'environ 1 degré et 1 minute, elle était à 15 degrés et demi. Du coup, que valent 5h30 si 24 heures correspond à 360 degrés? Vespucci trouve une valeur de 82 degrés et demi. En attribuant à chaque degré 16 lieues, il était à 1366 lieues. 2 tiers plus à l'ouest que Cadix, ce qui correspond à 5466 milles et 2 tiers. Pourquoi je donne le chiffre 16 lieues? Selon Ptolémée, la Terre a une circonférence de 24 milles qui correspond à 6000 lieues, qui en le divisant à 360 degrés correspond à 16 lieues, et j'ai vérifié ce rapport plusieurs fois en faisant le point avec le capitaine, c'était vraiment le bon. Amerigo ne donne aucune indication sur le territoire sur lequel il se trouve en 1499. On explique cette observation astronomique une grande pertinence dans l'histoire des voyages maritimes. Néanmoins, on estime que la valeur de 82,5 degrés aurait été copiée sur celle de Christophe Colomb en 1494 lors d'une observation d'une éclipse lunaire depuis Hispaniola, ce qui suggère qu'Amerigo Vespucci n'a pas pris de mesures mais a simplement plagié son collègue navigateur. Dans des écrits ultérieurs, Vespucci prétend avoir envoyé un rapport détaillé de sa méthode de calcul au roi Manuel Ier du Portugal, mais cela a été démenti. À l'heure actuelle, les historiens pensent que cette technique n'était pas réalisable sans la pratique, en raison de l'impression des horloges et des instruments d'observation disponibles à bord d'un navire du XVe siècle. C'est ici que se termine la genèse d'Amerigo Vespucci, ainsi que ses premiers voyages et ses premiers écrits. En relation à ses explorations, les écrits astronomiques vont avoir de fortes conséquences sur la suite des événements. Alors vous souhaitez la suite des épisodes d'Amerigo Vespucci? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié ce format de vidéo, vous pouvez me déposer un petit like, un commentaire positif et instructif. Vous pouvez partager cette vidéo à vos partenaires, vos amis et votre famille. Si vous souhaitez la suite de cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.